Hé l'ami, sais-tu ce qu'un agriculteur de village et les entrepreneurs les plus riches du monde ont en commun? C'est que les agriculteurs ne doivent jamais d'argent à personne. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler des 10 entreprises qu'un agriculteur a créées dans son village et qui lui ont permis de vivre paisiblement, sans stress et sans que les banques ne viennent frapper à sa porte. Reste avec nous car c'est génial. Vente de bois de chauffage et de charbon de bois. Écoute, ce fermier a commencé par quelque chose dont tout le monde a besoin, mais que peu de gens veulent faire. Vendre du bois de chauffage. Dans sa communauté rurale, presque toutes les maisons cuisinaient avec des poêles à bois. Les cuisinières à gaz étaient un luxe que tout le monde ne pouvait pas se permettre, et le gaz coûtait très cher chaque mois. Il a donc vu l'opportunité parfaite. Il possédait un lopin de bois avec des arbres que son père avait plantés il y a des années. Des eucalyptus, des pins et quelques arbres indigènes qui étaient déjà vieux et prêts à être coupés. Mais voici la partie intelligente. Il n'a pas coupé tous les arbres d'un coup comme un fou. Non, monsieur, il avait un plan. Il ne coupait que les arbres déjà matures, ceux qui avaient terminé leur cycle. Et pour chaque arbre coupé, il en plantait 2 nouveaux. De cette façon, sa petite forêt ne s'épuisait jamais. Il avait toujours du bois disponible pour l'avenir. C'est une vision à long terme. Il coupait le bois, le fendait en morceaux à la taille parfaite pour les poêles et le laissait sécher pendant au moins 3 mois parce que le bois vert ne sert à rien. Il fait trop de fumée et ne s'allume pas bien. Le bois sec, c'est ce qui vaut son pesant d'or. Ensuite, il les attachait en ballots bien ordonnés et les vendait dans toute la communauté. Il allait de maison en maison avec son âne chargé de bois. Les gens l'attendaient déjà et lui achetaient 2 ou 3 ballots à la fois. Certains commandaient même pour tout le mois. Mais voici la partie la plus juteuse. Avec les morceaux de bois qui n'étaient pas bons pour le chauffage, ces petits morceaux, les branches fines et les éclats, il faisait du charbon de bois. Il a construit un four artisanal avec des briques et de la boue et y a brûlé le bois de manière contrôlée jusqu'à ce qu'il se transforme en charbon. Le charbon de bois se vendait plus cher que le bois de chauffage. Les gens en ville l'utilisaient pour les barbecues du week-end, pour les grillades, pour cuisiner des plats spéciaux. Et il emballait le charbon dans des sacs de 10 kg et les vendait au marché du village chaque samedi. Le plus beau dans tout ça, c'est que cette entreprise n'a nécessité aucun investissement. Il avait déjà le terrain avec les arbres, il avait déjà la hache pour couper, et il a fabriqué le four de ses propres mains avec des matériaux qu'il a trouvés par terre. Investissement total, 0 peso. Et comme il ne s'est jamais endetté pour commencer, tout l'argent qu'il a gagné était du pur profit. Au début, il gagnait un peu, mais chaque mois cela augmentait parce que les gens apprenaient à lui faire confiance. Il savait que son bois était de qualité, bien sec, qu'il s'allumait rapidement et durait longtemps. Pisciculture, ou élevage de poissons. Maintenant, cet homme était intelligent et pensait toujours à de nouvelles opportunités. Un jour, il est allé en ville et a vu que le poisson coûtait très cher. Tilapia, cachama, tout était exorbitant. Et il s'est dit, pourquoi ne pas élever mes propres poissons? Il avait un petit terrain près d'un ruisseau où l'eau propre coulait toute l'année, parfait pour faire un étang. Il a pris sa pelle, sa pioche, et pendant 2 semaines complètes, il s'est mis au travail pour creuser. Il a fait un grand trou d'environ 6 mètres de long sur 4 de large et 1,5 de profondeur. Il a tapissé les bords avec de la boue bien compactée pour que l'eau ne s'infiltre pas. Il a détourné un peu d'eau du ruisseau en utilisant du bambou et de vieux tuyaux qu'il avait trouvés et a rempli son étang. Il n'a pas dépensé un seul peso pour la construction. Tout a été fait de ses propres mains et avec des matériaux recyclés. Puis il s'est rendu dans une ferme piscicole à environ 2 heures de là et a acheté 100 alevins de tilapia. Les alevins sont de minuscules bébés poissons. Ils étaient bon marché parce qu'ils étaient petits. L'investissement était minimal. Il les a relâchés dans l'étang et a commencé à les nourrir. Et voici la partie astucieuse. Il n'a pas acheté de nourriture pour poissons coûteuse. Non, monsieur. Il a utilisé des restes de nourriture, du vieux pain que lui donnaient les boulangeries, des restes de légumes de son jardin et même des vers qu'il élevait spécifiquement pour les poissons. Il élevait les vers dans une boîte avec de la terre et des déchets organiques. Les vers se reproduisaient très vite et les poissons les adoraient, des protéines naturelles et gratuites.
Les poissons ont grandi, gras et en bonne santé. En 6 mois, ces petits poissons étaient déjà de gros tilapias, d'une bonne taille pour la vente. Il en a attrapé la moitié et les a emmenés en ville. Il les vendait frais, à peine sortis de l'eau. Les gens les achetaient comme des petits pains parce qu'ils savaient qu'il s'agissait de poissons élevés naturellement, sans produits chimiques bizarres. Certains restaurants ont commencé à lui en acheter aussi. Il commandait 5 ou 10 poissons pour la semaine. Cela lui a apporté de la stabilité, car il avait des ventes garanties. Il a laissé l'autre moitié des poissons dans l'étang pour qu'ils continuent de grandir et de se reproduire. Les tilapias se reproduisent facilement. Ainsi, il a vite eu plus de poissons sans avoir besoin d'acheter de nouveaux alevins. Avec le temps, il a construit un deuxième étang, puis un troisième, mais toujours avec patience, sans se presser. Quand il avait l'argent économisé, il construisait un autre étang. Il n'a jamais emprunté. Apiculture et production de miel. Un jour, alors que ce fermier travaillait dans son jardin, il a vu un essaim d'abeilles qui avait fait sa ruche dans un arbre près de sa maison. Et au lieu d'avoir peur ou d'appeler quelqu'un pour les enlever, il a eu une idée brillante. Je vais élever des abeilles. Le miel a toujours eu de la valeur. C'est sucré, naturel, possède des propriétés médicinales et tout le monde en veut. Mais peu de gens osent élever des abeilles, car ils ont peur d'être piqués. Il a parlé avec un apiculteur du village qui lui a appris les bases. Il n'avait pas besoin de grand-chose. Quelques boîtes en bois pour les ruches, une combinaison de protection, un enfumoir et assez de courage pour s'impliquer avec les abeilles. Les abeilles travaillaient seules. Il n'avait qu'à vérifier les ruches chaque semaine pour s'assurer que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de parasites et que la reine pondait des œufs. Les abeilles sortaient chaque jour chercher le nectar des fleurs et revenaient pour opérer leur magie. Autour de ces ruches, il a planté des fleurs, beaucoup de fleurs, tournesol, lavande, fleurs d'oranger, toutes sortes de fleurs qui produisent un bon nectar. De cette façon, les abeilles n'avaient pas à aller loin et produisaient plus de miel. À 6 mois, il a eu sa première récolte. En utilisant avec précaution l'enfumoir pour calmer les abeilles, il a sorti les rayons remplis de miel, les a emportés chez lui et a extrait le miel à l'aide d'un extracteur manuel que son ami apiculteur lui avait prêté. Il a obtenu environ 10 litres de miel pur, doré, épais et délicieux. Il l'a mis dans des bocaux en verre qu'il avait conservés et y a apposé des étiquettes écrites à la main. Miel pur de campagne. Il a apporté les bocaux au marché du village et ils se sont tous vendus en 2 heures. Les gens adoraient le miel naturel, non transformé et sans additifs. Et comme ils savaient que c'était un fermier honnête, ils avaient confiance dans le fait que c'était du vrai miel et non pas ces faux miels mélangés à du sucre. Le prix du miel était très bon. Un petit bocal se vendait à un bon prix et le profit était presque total parce que les abeilles faisaient tout le travail. Il n'a fait qu'installer les boîtes et récolter. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Il vendait aussi du pollen d'abeilles que les gens achetaient parce qu'on dit que c'est super nutritif et que ça donne de l'énergie. Il le collectait avec des trappes spéciales à l'entrée des ruches et vendait de la propolis, cette substance collante que les abeilles utilisent pour sceller leurs ruches. La propolis est utilisée pour la gorge et pour les défenses de l'organisme. Les gens l'achetaient comme remède naturel. Culture de la banane plantain. Maintenant, ce fermier savait que la banane plantain est l'une de ces cultures qui n'échoue jamais. Les gens ont toujours besoin de banane plantain pour manger. Patacone, banane frite, soupe, sancocho chaud, peu importe. La banane plantain est un aliment de base de l'alimentation. Il avait un morceau de terre à moitié abandonné, plein de brousses et de mauvaises herbes. Au lieu de le laisser à l'abandon, il a décidé de le nettoyer et d'y planter des bananes plantain. Il a obtenu les rejets de bananiers gratuitement. Les rejets sont comme les petits enfants qui poussent autour d'un plant de banane. Il est allé chez des voisins qui avaient des bananeraies et leur a demandé de lui donner les rejets qu'ils allaient jeter. Il a rapporté environ 50 rejets sans dépenser un peso, a dégagé le terrain à la machette et à la houe, a fait des trous tous les 3 mètres et a planté ses rejets. Le bananier plantain est noble. Il pousse presque tout seul, n'ayant besoin que d'eau, d'un peu d'engrais, et c'est tout. Il utilisait le fumier produit par ces animaux pour fertiliser les plantes. Tous les 2 mois, il jetait de l'engrais autour d'elles, et les plantes devenaient magnifiques
avec de géantes feuilles vertes. En un an, il récoltait déjà. Chaque plant de banane donne un gros régime qui peut compter entre 40 et 80 bananes. Et le mieux, c'est qu'après avoir coupé le régime, la même plante produit des rejets qui poussent et produisent à nouveau. C'est une culture qui se renouvelle d'elle-même. Il vendait les régimes entiers aux commerçants du village, aux restaurants et à certaines familles qui lui achetaient pour toute la semaine. Comme la banane plantain était fraîche, tout juste coupée, les gens préféraient lui acheter plutôt que d'acheter au supermarché où la banane était stockée depuis des jours. Il vendait aussi des bananes mûres. Il laissait certains régimes mûrir complètement et les vendait plus cher parce que la banane mûre est plus sucrée et sert à faire des desserts et des tranches frites. Il vendait également les feuilles de bananier. Dans sa région, les feuilles sont utilisées pour envelopper les tamales, pour faire des envueltos et pour mettre sur la table quand il y a du sancocho chaud. Il vendait des ballots de feuilles propres et belles. Après avoir coupé le tronc du bananier, il ne le jetait pas. Il le coupait en morceaux et le donnait aux cochons, qui adorent ça. Et les morceaux qui restaient, il les utilisait comme engrais, les laissant se décomposer dans le sol pour servir de nutriments. Au fil du temps, il a planté plus de plants. Il a fini par avoir environ 200 bananiers produisant à différents stades. Ainsi, il avait toujours des bananes à vendre. Chaque semaine, il y avait des régimes prêts. Engraissement de porc. Maintenant, cet homme a décidé de passer au niveau supérieur. Il s'est lancé dans le commerce du porc, mais il ne l'a pas fait aveuglément. Il a commencé petit, avec 2 minuscules porcelets qu'il a achetés sur la place du village. Il a construit une porcherie simple, mais fonctionnelle. Il a utilisé des poteaux de son bois, du bambou guadua et quelques vieilles tôles qu'il avait stockées. Il a fait le sol en ciment pour qu'il soit facile à laver, car les porcs ont besoin de propreté pour ne pas tomber malades. C'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils pensent qu'élever un cochon, c'est juste l'enfermer et lui donner n'importe quelle ordure à manger. Non, il était stratégique et prudent. Chaque matin, il faisait le tour des restaurants du village, des boulangeries et de quelques petits hôtels. Il ramassait les restes de nourriture, restes de riz, de manioc, de pommes de terre, de vieux pain, d'épluchures de fruits, de restes de repas, tout ce qui n'était plus propre à la consommation humaine. Il arrivait chez lui et cuisinait tous ces restes dans une grande cuve au feu de bois. Il les cuisait soigneusement pour tuer toutes les bactéries qui pourraient rendre les cochons malades. C'est important, ne leur donnez jamais de nourriture crue, car ils tombent malades. Il leur donnait aussi du maïs moulu, des céréales et un peu de concentré de temps en temps pour compléter. Mais la base de leur alimentation était les déchets cuits, ce qui rendait le coût de leur nourriture très bas. Les porcelets ont grandi très vite. En 6 mois, ils s'étaient transformés en 2 énormes cochons gras et lourds. Il les a vendus et le profit a été très bon. Avec cet argent, il a acheté 4 porcelets de plus, et c'est ainsi que l'entreprise a grandi. Chaque fois qu'il achetait plus de porcelets, il construisait des enclos plus grands et en est venu à avoir jusqu'à 12 porcs en même temps à différents stades de croissance. Le secret était de les vendre au point parfait. Pas trop petits parce qu'ils n'exploitaient pas tout le potentiel, mais sans les laisser trop longtemps parce qu'ils continuaient à manger et n'engraissaient plus autant. Tout à son moment idéal. Il vendait les porcs aux bouchers du village, à certains restaurants qui voulaient de la viande fraîche et à des familles préparant de la lechona ou des couennes de porc. Il avait toujours des acheteurs qui attendaient parce que sa viande était de haute qualité. Fromage fait maison. La femme de ce fermier était une reine pour faire du fromage. Elle avait appris la recette de sa grand-mère et faisait de délicieux fromages frais, avec ce goût que seul le fromage fait maison possède. Alors il s'est dit, pourquoi ne pas transformer cela en entreprise? Ils ont acheté une vache laitière, une seule, car c'est ce que le budget qu'ils avaient économisé permettait d'acheter. La vache était jeune, venait de mettre bas et donnait de bons litres de lait chaque jour. Cette vache leur donnait environ 7 litres de lait par jour. Ils utilisaient 2 litres pour la maison, pour le café, pour les enfants. Et les 5 autres litres, ils les utilisaient pour faire du fromage. Le processus était simple, mais demandait de l'amour et de la patience. Ils chauffaient le lait, mettaient de la présure naturelle, laissaient cailler, coupaient le caillé et le pressaient dans des moules en bois qu'il avait fabriqués lui-même. Et c'était tout, des fromages frais, blancs, tendres.
Chaque 5 litres de lait leur donnait environ 6 fromages de bonne taille. Ainsi, chaque jour, ils faisaient 6 fromages. Ils les enveloppaient dans des feuilles de bananier très propres qui leur donnaient une touche spéciale et aidaient à les garder frais. Ils ont commencé par vendre au magasin du village. Ils laissaient les fromages en dépôt-vente et ils se vendaient très vite. Les gens adoraient ces fromages parce qu'ils avaient un goût différent de ceux du supermarché. Ils avaient plus de saveur, plus de texture. Ils étaient naturels. Plus tard, ils ont commencé à les vendre au marché. Le samedi, ils installaient leur petit stand et les gens faisaient la queue pour leur en acheter. Certains clients commandaient 10 ou 20 fromages pour des fêtes, pour la revente ou pour emporter à la ville. Avec le temps, ils ont acheté une autre vache, puis une autre, mais toujours doucement, sans se presser. Quand il avait le montant total économisé pour acheter la vache, c'est là qu'il l'achetait. Jamais à crédit, jamais d'emprunt à la banque ou à qui que ce soit. Avec 3 vaches, ils produisaient déjà environ 20 fromages par jour. C'était pas mal. Ils ont donc commencé à diversifier. Ils faisaient du fromage fermier, du fromage double crème, du caillé, du suero costeño, différents produits laitiers que les gens achetaient. Le lactosérum qui restait de la fabrication du fromage n'était pas jeté. Ce petit lait contient des protéines et des nutriments. Ils le donnaient aux cochons, qui l'adoraient, et cela les aidait à grandir plus vite. Ils l'utilisaient aussi pour arroser certaines plantes car c'est un bon engrais naturel. Les vaches produisaient beaucoup de fumier. Tout ce fumier était récupéré, mis à composter et utilisé comme engrais pour les cultures ou vendu à d'autres agriculteurs. Rien n'était perdu, tout était utilisé. Quand les vaches avaient des veaux, ils vendaient les petits veaux à bon prix. C'était un revenu supplémentaire. Et si le veau était une femelle, ils la laissaient parfois grandir pour avoir une autre vache laitière à l'avenir. Ce commerce de fromage est devenu l'un de leurs préférés parce qu'il était quotidien. Chaque jour, il y avait des revenus, chaque jour ils faisaient du fromage, chaque jour ils vendaient. C'était comme avoir un salaire tout en étant son propre patron. Culture du manioc. Ce fermier a réalisé que le manioc est l'une de ces cultures nobles qui n'échouent presque jamais. Le manioc résiste à la sécheresse, résiste à la pluie, pousse dans n'importe quel sol, et il y a toujours quelqu'un pour l'acheter. Il avait un autre petit lopin de terre qu'il n'utilisait pas. Il l'a déblayé et a décidé de tout planter en manioc. Le manioc se plante avec des boutures, c'est-à-dire avec des morceaux de tige d'un autre plant de manioc. Et il a obtenu ces boutures gratuitement. Il est allé voir plusieurs voisins qui avaient des cultures de manioc et leur a demandé l'autorisation de couper des tiges. Il a coupé environ 500 boutures d'environ 30 cm chacune et les a rapportées sur son âne. Il a préparé le sol à la houe, a tracé des sillons et a planté les boutures tous les mètres. Le manioc met environ 8 à 10 mois pour être prêt pour la récolte. Il a donc dû être patient. Mais l'avantage du manioc est qu'il ne nécessite presque aucun soin. Il l'a seulement débarrassé des mauvaises herbes 2 ou 3 fois pendant sa croissance, et c'est tout. Le manioc a poussé tout seul, sans qu'il soit nécessaire de continuer à l'arroser ou à y jeter des choses. Quand le moment de la récolte est arrivé, il a sorti d'énormes maniocs bien gras, blancs à l'intérieur, d'excellente qualité. Chaque plant lui donnait entre 3 et 6 gros maniocs. Il les vendait en sac au marché du village. Les restaurants lui en achetaient beaucoup parce que le manioc sert à tout, en sancocho chaud, frit, bouilli, pour faire du kazab, pour faire de l'amidon de manioc. Il les vendait aussi directement aux familles. Il passait devant les maisons avec son âne chargé de manioc frais, tout juste arraché à la terre. Les gens lui en achetaient parce qu'ils savaient que le manioc était frais et de bonne qualité. Il transformait lui-même une partie des maniocs. Il les épluchait, les râpait et extrayait l'amidon de manioc pour faire du pan de bono, du pain de manioc et des buñuelos. Cet amidon, il le vendait emballé, et c'était plus rentable que de vendre le manioc entier. Il ne jetait pas les épluchures de manioc. Il les donnait aux cochons, qui les mangeaient joyeusement, et il utilisait les feuilles de la plante comme fourrage pour les vaches, ou les laissait se décomposer dans le sol comme engrais naturel. Élevage de lapins. Un jour, ce fermier a vu un programme à la télévision sur l'élevage de lapins, et une ampoule s'est allumée. Les lapins ont de nombreux avantages. Ils se reproduisent très vite.
Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Ils mangent à peu de frais et leur viande est saine et se vend bien. Il est allé en ville et a acheté 2 lapines et un lapin mâle. Il a dépensé très peu car il les a achetés petits, encore jeunes. Il a construit quelques cages avec du bois et du grillage qu'il avait mis de côté. Il a fait environ 6 cages empilées les unes sur les autres pour profiter de l'espace. Les cages avaient des fonds en grillage pour que les déchets tombent en dessous et soient faciles à nettoyer. Les lapins mangent presque tout ce qui est vert. De l'herbe, des feuilles de chou, des carottes, de la laitue, des restes de légumes du jardin. Donc, la nourriture était presque gratuite. Il coupait de l'herbe chaque jour et la leur donnait. Il leur donnait aussi les restes de légumes qu'il avait en trop. Les lapines sont tombées enceintes très rapidement. En 30 jours, elles mettaient déjà bas, et chaque lapine avait environ 8 lapros. Ainsi, de 2 lapines, il est passé à 16 lapros en 1 mois. Incroyable! Les lapros ont grandi super vite. En 3 mois, c'était déjà de gros lapins, prêts à être vendus. Il en vendait certains comme viande à manger et d'autres comme animaux de compagnie. La viande de lapin se vendait bien au village. Certaines personnes en achetaient parce que c'est une viande pauvre en graisse, saine, bonne pour les enfants et pour les malades. Les restaurants plus élégants lui en achetaient aussi. Les bébés lapins, les tout petits, il les vendait comme animaux de compagnie. Les enfants les adoraient. Il vendait des couples de lapros à des familles qui voulaient en avoir chez elles. Cela lui donnait une autre source de revenus. Il gardait quelques femelles pour la reproduction et ainsi l'entreprise s'entretenait d'elle-même. Il y avait toujours des lapins qui naissaient, grandissaient et étaient prêts à être vendus. C'était un cycle constant de production. Le mieux, c'est que cette affaire ne lui donnait presque aucun travail. Nettoyer les cages 2 fois par semaine, leur donner à manger et à boire chaque jour, et c'était tout. Les lapins faisaient tout le travail eux-mêmes. Manger, grandir, se reproduire. Vente d'engrais organiques. Avec autant d'animaux et autant de cultures, ce fermier avait un problème. Beaucoup de fumier, beaucoup de déchets, mais parce qu'il était intelligent, il a transformé ce problème en entreprise. Il avait du fumier de poulet, de cochon, de vache, de lapin. Il avait des restes du jardin, des feuilles mortes, des résidus de récolte. Tout cela était un matériau parfait pour fabriquer de l'engrais organique. Il a construit quelques tas de compost, il a simplement attaché quelques poteaux en carré et mis du grillage autour. Là, il jetait tous les déchets, le fumier, les restes de cuisine, les feuilles sèches, les restes des récoltes. Chaque semaine, il retournait le tas avec une pelle pour l'aérer. Il ajoutait de l'eau de temps en temps pour le garder humide et la nature faisait le reste. Les micro-organismes décomposaient tout ce matériel et le transformaient en un magnifique engrais. En 3 mois, il avait un engrais organique de première qualité, sombre avec une odeur de terre fraîche, plein de nutriments. Cet engrais était de l'or pur pour les plantes. Au début, il ne l'utilisait que pour ses propres cultures. Mais plus tard, il s'est rendu compte que d'autres agriculteurs, des gens du village qui avaient des jardins et même des pépinières, avaient besoin d'engrais organiques. Il a commencé à emballer l'engrais dans des sacs et à le vendre. Il le vendait à des agriculteurs qui voulaient améliorer leur récolte sans utiliser de produits chimiques. Il le vendait à des gens qui avaient des plantes ornementales chez eux. Il le vendait à des pépinières qui faisaient pousser des plantes pour les vendre. Comme c'était de l'engrais organique, bien transformé, sans mauvaise odeur ni graines de mauvaises herbes, les gens payaient un bon prix. Un sac d'engrais organique se vendait plus cher qu'un sac d'engrais chimique. Il fabriquait aussi de l'engrais liquide. Il mettait du fumier frais dans un réservoir avec de l'eau, le laissait fermenter pendant 2 semaines, filtrait le liquide et le vendait en bouteille. Cet engrais liquide était utilisé pour fertiliser les plantes rapidement et efficacement. Cette affaire était géniale car elle n'avait pratiquement aucun coût. L'engrais était produit uniquement à partir des déchets de ses autres entreprises et de sa cuisine. C'était littéralement transformer des déchets en argent. Et chaque mois, il vendait plusieurs sacs. Il avait même des clients d'autres villages qui venaient spécifiquement pour acheter son engrais parce qu'ils savaient qu'il était de haute qualité. Certains commandaient 10 ou 20 sacs à la fois pour leur grande ferme. Boutique virtuelle sur WhatsApp. Maintenant, ce fermier n'est pas resté dans le passé. Il a vu que tout le monde était collé à son téléphone portable. Même dans les zones les plus reculées,
il y avait du réseau. Il a donc eu une idée brillante qui a multiplié ses ventes. Créer une boutique virtuelle via WhatsApp. Oui, comme tu l'entends, il n'avait pas besoin de site web ou de choses compliquées. Il a juste utilisé son WhatsApp intelligemment. La première chose qu'il a faite a été de prendre les photos au sérieux. Chaque fois qu'il avait des produits prêts, il en prenait de belles photos avec son téléphone. Les œufs bien rangés dans un panier, les petits fromages enveloppés dans leurs feuilles de bananier, le manioc fraîchement arraché à la terre, tout propre. Les lapins gras et sains, les bananes plantains vertes et fraîches. Il a créé plusieurs groupes WhatsApp organisés par zone. Un pour le quartier, un autre pour le village, un autre pour les clients de gros. De cette façon, il n'ennuyait pas tout le monde avec tout. Tous les 2 ou 3 jours, il envoyait un message au groupe avec des photos de ce qu'il avait de disponible cette semaine-là. Quelque chose comme « Bonjour, cette semaine j'ai des œufs frais d'aujourd'hui, des fromages fraîchement faits, du manioc de première qualité, des bananes plantains vertes, des lapins pour la viande, de l'engrais organique, pris via WhatsApp. Livraison le samedi où vous pouvez passer les récupérer. » Les gens ont commencé à lui répondre par message privé en passant leurs commandes. Et voici la partie intelligente. Il tenait un carnet où il notait toutes les commandes. Le nom du client, ce qu'il avait commandé, combien et quand il en avait besoin. Cela lui permettait de s'organiser. Il savait exactement combien il devait récolter, de combien d'œufs il avait besoin, combien de fromage il devait faire. Il ne perdait plus de temps à emmener des produits au village sans savoir s'ils allaient se vendre. Tout était vendu avant même qu'il ne quitte sa maison. Le samedi, quand il allait au village sur sa moto, il emportait toutes les commandes organisées. Certains clients passaient chez lui pour les récupérer pendant la semaine. Et pour les clients habituels du village, il faisait des livraisons à domicile sans facturer de supplément. Il a également commencé à prendre des précommandes. Vous avez besoin de 20 kg de manioc pour votre restaurant le mois prochain? C'est fait. Je vous les réserve dès maintenant. De cette façon, il avait des ventes garanties avant même la récolte. Il a créé un statut WhatsApp où il publiait ses produits, ses histoires quotidiennes à la ferme et des vidéos de la façon dont il s'occupait de ses animaux. Les gens adoraient voir ce contenu parce que c'était réel et authentique, et cela instaurait la confiance. Certains clients de la ville ont commencé à le voir. Des gens qui voulaient des produits naturels, biologiques, venant directement de la campagne, ont commencé à lui demander de les envoyer par service de colis. Il emballait bien les produits, les envoyait par une société de transport, et de cette façon, il avait même des clients dans d'autres villes. Il utilisait le chat WhatsApp pour répondre aux questions. Les œufs sont-ils frais? Oui, de ce matin. Combien de temps le fromage se conserve-t-il? S'il est bien réfrigéré, il dure 1 semaine. Livrez-vous? Oui, tous les samedis. Tout par message, facile et rapide. Il en profitait également pour éduquer ses clients. Si quelqu'un lui demandait comment cuisiner le manioc, il lui envoyait des recettes. S'il demandait comment utiliser l'engrais, il l'expliquait. Cela a fait que les gens l'appréciaient davantage et continuaient à lui acheter. Ce commerce sur WhatsApp ne lui a pas coûté un seul peso. Il n'avait besoin que de son téléphone portable qu'il possédait déjà, de l'Internet qu'il payait déjà, et de l'envie de prendre de bonnes photos et de répondre aux messages. Mais l'impact a été énorme. Ses ventes se sont multipliées parce qu'avant, il ne vendait que lorsque les gens le voyaient ou se souvenaient de lui. Mais maintenant, chaque fois qu'il envoyait des photos de ses produits dans les groupes, les gens en avaient envie et achetaient. C'était du marketing gratuit et efficace. De plus, cela lui a permis de mieux planifier. Il ne produisait plus à l'aveuglette sans savoir s'il vendrait. Maintenant, il produisait en fonction de la demande. S'il voyait que les œufs se vendaient beaucoup, il prenait plus de poules. Si le fromage se vendait vite, il en faisait plus. Tout était basé sur des données réelles de ses ventes. Certains clients ont commencé à demander des produits qu'ils n'avaient pas. Avez-vous des avocats? Vendez-vous des oranges? Alors il se procurait ces produits auprès d'autres agriculteurs voisins, les leur achetait et les revendait à ses clients. Il est également devenu un intermédiaire, gagnant une commission sans rien produire. La technologie au service de l'agriculteur, c'était sa devise. Il n'avait pas besoin d'être ingénieur ou expert en informatique. Il avait juste besoin d'être intelligent et d'utiliser les outils qui existaient déjà.
Quoi qu'il en soit, mon ami, alors que d'autres passent leur vie à travailler pour payer la banque, lui travaille pour lui-même. Alors que d'autres sont stressés par les dettes, lui est calme, planifiant sa prochaine affaire. Et tout a commencé par une décision simple. Je ne vais pas emprunter. Je vais travailler avec ce que j'ai. Je vais grandir lentement, mais sûrement. Je vais être patient et persévérant. Et voilà, 10 entreprises d'un agriculteur qui n'a jamais eu de dette. 10 entreprises que n'importe qui peut reproduire s'il a la bonne attitude et l'envie de travailler. Si cette histoire a changé ta façon de voir les opportunités qu'offre la campagne, s'il te plaît, abonne-toi et aime notre chaîne. Nous déterrons la sagesse que beaucoup ont essayé d'ignorer. Cultive ton propre avenir. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira très bientôt.